On va regarder ça du côté didactique, mais souvent, le mot didactique, ça ne veut rien dire pour beaucoup de gens. C'est vrai qu'en formation professionnelle, on confond beaucoup l'équipement avec le matériel didactique. L'équipement, c'est un objet d'apprentissage. Un tour, un ordinateur, c'est un objet d'apprentissage, ce n'est pas un outil didactique. À la limite, un outil cognitif, c'est le contenu. La didactique, elle est là pour faciliter les apprentissages, faire gagner du temps. La définition que je donnais à mes collègues en pédagogie et didactique, un didacticien regarde l'apprenant à travers l'objet d'apprentissage. Le pédagogue regarde l'objet d'apprentissage à travers l'apprenant. Il y a des fous des deux bords. Il y a des fous didacticiens qui aimeraient bien pas avoir d'élèves parce qu'ils feraient du beau matériel didactique. Et il y a des fous pédagogues. Une directrice générale m'avait dit ça quand elle était arrivée dans sa commission scolaire la première fois. Elle a dit « On a perdu le Christ dans la parade. » Parce qu'il dit « On est des étudiants, c'est extraordinaire. Ils veulent tous venir à l'école. Ils sont en première année, deuxième année, le primaire, ils chicanent avec le parent de venir à l'école. » Fait qu'il y a des écoles de cirque, il y a toutes sortes de choses, une super motivation de venir à l'école, mais elle dit « Ça ne pas lire, ça ne pas écrire. » Donc, on a travaillé sur l'apprenant, il veut aller à l'école, mais il n'apprend rien. Donc, il apprend peu de choses. Fait que, vous voyez, il y a des fous des deux bords. Donc, j'espère que je ne suis pas du fou didacticien. Et il en demeure pas moins que ce que je veux vous amener, c'est un contenu indissociable de son contexte. Peu importe la modalité, qu'on soit en enseignement individualisé, qu'on soit en magistral, qu'on soit en personnalisé, qu'on soit, il y en a toute une panoplie, toute fin pratique, il ne faut jamais oublier que le contexte est indissociable du contenu dans l'approche par compétence. Donc, il ne faut pas perdre de grise en parade non plus quand on change de pratique d'enseignement. C'est-à-dire que le développement des compétences, il est possible qu'on le faisait d'une façon en magistral et qu'on essaie de reproduire au mieux ce qui se faisait de cette façon-là en individualisé. Mais on était dans l'erreur dans le magistral, puis on est encore dans l'erreur dans l'autre. Donc, on voit que... mais je vais essayer de le faire imager, pour ceux qui m'ont déjà entendu, 20 minutes, c'est presque impossible pour moi. J'avais préparé 5-6 écrans, en tout cas, en autant qu'il y en a une que je passe à travers, le message sera déjà passé. Donc, j'avais 4 parties. Il était une fois, j'ai une histoire à vous raconter, une belle occasion pour offrir un produit à valeur ajoutée. Des problèmes à considérer, un défi. Moi, je travaille beaucoup dans les entreprises. Je travaille avec le comité paritaire du domaine des arts présentement, avec des artistes. J'ai travaillé dans le domaine du transport. Et le milieu de travail a des problèmes de main-d'œuvre. Pas en termes de quantité, en termes de qualité. Donc, à cet égard-là, autant les formateurs des entreprises, ils ne sont pas au-dessus de leurs affaires, que notre organisation, au niveau éducation, on est loin d'être au-dessus de nos affaires aussi. Donc, c'est bien beau la diplomation, mais quand elle n'amène pas au développement de compétences et à l'insertion professionnelle, il y a un diplôme, mais qui ne sert à rien. C'est fin pratique. Donc, il faut bien s'assurer que si on offre un nouveau produit, qu'il soit nouveau, ce produit-là. Là, c'est sûr, on dit, bon, ben là, on voyait tout à l'heure les choses négatives, de faire en sorte que diminution de clientèle, instabilité de la clientèle, et ce qui nous amène à prendre la décision d'aller en enseignement individualisé. Mais quand il y a eu la crise économique aux États-Unis, General Motors pouvait bien continuer à croire que c'est les grosses automobiles qui fonctionnaient, mais ils ont tombé en faillite. Il a bien fallu qu'ils décident, à un moment donné, de changer d'idée et de dire on va aller dans une autre voie à toute fin pratique. On va voir que l'éducation en FP au Québec tombe en faillite pour arriver à dire je pense que notre produit, il n'a pas évolué avec le temps. Et je pense que tant qu'à changer la modalité, arrivons avec un produit du 21e siècle auprès des gens et dire on va arrêter de gérer la décroissance, on va s'ouvrir un marché sur la croissance parce qu'on peut avoir un produit qui est différent du milieu de travail et où ils ne seront jamais nos concurrents. Le milieu de travail n'est pas fait pour apprendre, il est fait pour travailler et pour produire. Quand le milieu de travail se met à faire de la formation, c'est parce qu'il y a un problème à laquelle on n'a pas répondu. Donc, j'ai eu à travailler, donc un exemple de formation novatrice, tant qu'à faire d'enseignement individualisé et d'embarquer dans un nouveau bateau. Pensons autrement. On voit toujours la formation de la même façon. On voit toujours la formation, on a un prof, on a des élèves, on a un programme, on a une classe, on a un atelier. Souvent, on peut avoir un laboratoire où on l'envoie en stage. Et là, avec mes étudiants à l'université, quand je leur dis c'est quoi vos problèmes, en principe, les enseignants ne devraient plus avoir de problème en enseignement. Parce que je leur dis dans mon cours, on a fait l'inventaire, on a fait le tour, vous n'êtes plus capable d'en amener des nouveaux problèmes.
Puis on a tous travaillé sur ces problèmes-là, on a trouvé des solutions, donc on devrait les appliquer. Vous voyez, des fois, ce n'est pas parce qu'on a une solution que le monde l'applique à toute fin pratique. Mais, ce qu'il faut en arriver, qu'est-ce que le milieu de travail n'a pas et que nous autres, on a et qu'eux autres ne peuvent pas faire? Tout est en lien avec la situation de travail. Hein? Le milieu de travail ne changera pas la situation de travail. Quand l'apprenant se retrouve en milieu de travail, il est dans une situation qu'on ne peut pas ralentir et qui est à vitesse temps réel. On est dans le temps réel. Quand mes étudiants me parlent, on a des stagiaires en stage, c'est l'enfer, parce que là, ils ne transfèrent pas ce qu'ils ont appris. Mais justement, c'est parce qu'ils ne l'ont pas appris qu'ils ne le transfèrent pas. S'ils l'avaient appris, ils l'auraient transféré. Et là, ils se plaignent, hein, la théorie n'est pas transférée dans la pratique. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas appris la théorie, c'est pour ça qu'ils ne le transfèrent pas. Et, chose curieuse, des recherches ont été faites dernièrement. Le problème majeur de la formation professionnelle et continue, c'est un problème de transfert. Ça ne transfère pas aux États-Unis. Il y a eu une étude de fait chez Black & Decker au meilleur. Dans les premiers 6 mois, 15% de ce qui sera passé en formation aura pu être transféré. Fait qu'on dit, on a tout un problème là. C'est pas parce qu'on acquiert des connaissances que la personne s'en va avec son petit bagage, son petit bonheur, puis elle va appliquer ça tout au long de sa carrière. Donc, il faut se préoccuper. Qu'est-ce qui fait que nous, on a le contrôle de sa situation de travail? On peut l'arrêter, on peut réfléchir dessus, être réflexif. Ce qu'on ne peut plus faire. On dit, ah, les stages s'occupent de ça. Non, les stages, là, ils ne s'occupent pas de te faire réfléchir sur la situation. Tu es dedans, puis débrouille-toi. Et il y a le volet virtuel, où est-ce que là, on pourrait contrôler au complet, mais ça, c'est autre chose. Mais le milieu de formation, quand je vous dis, il était une fois, vous racontez une histoire réelle, qui n'a jamais abouti, malheureusement, mais pas pour la raison que l'idée était mauvaise. Il y avait quelqu'un, puis ça date de 10 ans, quand même, il y avait quelqu'un au ministère de l'Éducation, qui était un ADP, un agent de développement pédagogique, qui a pris sa retraite, qui a été engagé par une commission scolaire pour penser une nouvelle façon, en formation professionnelle, d'organiser les apprentissages. Et l'idée folle qu'ils avaient était de dire, on a des cours en insertion professionnelle, on a un DEP et on a un DEC qui vont dans la même voie. Peut-être dans le domaine informatique, l'un démonte des machines, l'autre fait de l'installation, puis l'autre, il fait du support technique. On pourrait-tu faire en sorte de créer un milieu d'apprentissage où les trois commencent à la même place, mais ils ne cheminent pas à la même vitesse, mais ça donne le goût à tout le monde d'aller plus loin. Donc, on a pris les 3 programmes. On a dit, bon, ben, et là, il y avait toujours un esprit malin qui arrivait, ouais, mais comment on va faire pour les examens, ça? Parfait, on a créé 16 emplois, 16 corps d'emploi, parce qu'on a créé une entreprise artificielle. Elle n'était pas virtuelle, elle était artificielle. Les personnes, quand ils arrivaient dans une entreprise. Ils rentraient sur leur premier job, on reçoit des ordinateurs, t'es défait. Sauf que celui qui s'en va vers le DEC, la semaine suivante, était rendu ailleurs. Celui qui est en insertion, ben, il disait, hey, si je veux aller ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je fasse ma formation générale. Celui qui était dans le DEP, ben, lui aussi était rendu ailleurs, mais il pourrait peut-être aller plus loin à ce niveau-là. On a créé 16 corps d'emploi. Il n'y avait plus d'examen, on appliquait ses jobs. Et appliquer ses jobs, ben, il fallait que tu passes des examens. Donc, à chaque fois que tu changeais de corps d'emploi, ben, tu montais dans ta structure. Là, tu avais passé à travers ton insertion, tu avais passé à travers ton DEP, et tu arrivais à ton DEC à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que l'environnement, les gens appliquaient sur un emploi, puis arrivaient dans une entreprise où tout fonctionnait du point A au point Z, et à la sortie, l'étudiant sortait avec son diplôme, il pouvait sortir avec son DEP, ou sortir avec son DEC, ou sortir avec simplement sa capacité de s'insérer au marché du travail, avec une fonction de travail plus de base. C'est que le problème qui s'est posé, les enseignants n'enseignaient plus directement, ils étaient les emmerdeurs de l'environnement. Nous autres, ils devaient s'assurer, dans ce cheminement-là, parce que chaque individu avait son itinéraire d'apprentissage. On avait pris les 3 programmes, ceux qui passaient à travers tout avaient environ 450 tâches à réaliser. Donc, après 450, il y avait son DEC, parce qu'il avait appliqué sur toutes les... Donc, au niveau du suivi, ça se faisait relativement assez bien. Au niveau des enseignants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, il fallait qu'ils trouvent des troubles. Ils provoquaient des troubles dans le système pour dire, bon, ben là, ah, tiens, tu avais à dépanner telle chose, ou telle chose n'a pas fonctionné comme prévu, etc. Donc, ils jouaient sur les événements et les circonstances, qui faisaient en sorte que l'apprenant, ça ne marchait jamais dans quoi il était. Et il était obligé de résoudre des problèmes tout le temps. Donc, le formateur s'assurait, et là, à un moment donné, quand ça bloquait, on ramène tout le monde dans la salle de conférence, on dit, bon, ben, comme ça se fait dans les entreprises, on a un problème, on s'assied, on réfléchit, on le résout.
Donc, vous voyez, c'est penser autrement. Et là, tout le monde voit ça extraordinaire. Mais ça ne s'est jamais appliqué. Parce qu'à un moment donné, on dit, ouais, ça va tellement bien marcher que là, on va perdre nos gens en insertion, puis ils vont tous vouloir faire un DEC. Et les gens qui étaient au DEC, ils ont dit, wow, attends un peu. Là, nous autres, il y a 50% de notre DEC qui est équivalent au DEC. Hein, quand on le décortique en termes de tâches, on finit par pouvoir douer des similitudes à quelque part. Hein, si on prend le domaine du secrétariat ou autre, ils ont dit, non, on va perdre. Parce qu'on a des cours. Fait que par du corporatisme, on a refusé l'idée. Elle n'a jamais eu lieu. Mais tout le monde était super motivé à vouloir l'appliquer. Donc, ça montre une chose, qu'on pourrait penser un environnement artificiel, où il doit arrêter de penser scolaire, offrir un nouveau produit, où nécessairement les gens cheminent de façon personnalisée, individualisée. Où là, on n'est pas obligé de partir à 30, et la personne, quand elle arrive, elle commence toujours au pied de l'échelle, au début. Et l'autre qui est en avant peut l'aider, parce que ça, c'est un autre stade. Donc, il y a toute une exploitation à faire là-dessus. Donc, créer, parce que la didactique en formation professionnelle, c'est la didactique des situations. C'est ça qui est différent. C'est une science qui existe depuis 7 ans, 8 ans, et qui est complètement jeune. On est peu de chercheurs là-dessus. Il y a une revue qui existe là-dedans. Il y a un groupe de chercheurs au niveau mondial par rapport à ça. On est peut-être une vingtaine qui travaillons là-dedans, une vingtaine ou une trentaine. Mais c'est très jeune parce que c'est totalement différent de la didactique de la formation générale. En formation générale, on prend une notion. On travaille avec la notion. En FP, il faut partir de la situation. La notion est inutile. La loi d'Ohm seule, elle n'a pas de sens. Elle a du sens dans la tâche où elle doit être utilisée. Donc, il faut partir de la situation. Donc, ça vous montre que penser la formation autrement, c'est de créer une entreprise représentative de la réalité dont l'objectif n'est pas de produire, mais de faire apprendre. On peut arrêter les choses et hey, venez, on va réfléchir là-dessus. Il y a quelque chose qui s'est passé. On peut penser les environnements de formation comme des environnements de travail artificiels où il est possible de faire vivre les interactions professionnelles nécessaires au développement de la compétence professionnelle, en plus. Parce que tout à l'heure, je parlais de transfert. La manifestation de quelqu'un qui est capable de faire du transfert, c'est qu'il peut s'adapter. Hein, c'est la capacité d'adaptation. Je te mets dans un nouvel environnement. Combien de temps tu prends pour t'adapter? Es-tu capable de transférer? En secrétariat, quelqu'un qui a appris Word dans Microsoft Office 2011, puis quand 2012 va sortir, il se retrouve en formation, c'est sûr qu'on va manquer de coup. Parce qu'en principe, ça marche tout pareil. La personne devrait avoir au moins l'autonomie d'être capable de s'adapter à un nouvel outil. Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'outil, c'est ce qu'il fait. Et ça a été la révolution au niveau de l'AFP. On n'est plus à former des tâcherons, on est à former des gens qui gèrent des situations de travail. Hein? À l'époque où on avait les chaînes de montage, on formait des gens, la tâche et l'outil. L'être imparfait était l'humain. Mais ça, ces jobs-là, il faut donner les papiers d'immigration, ils vont avec, parce qu'ils s'enchaînent en Indonésie, au Japon, c'est là mais même plus au Japon, c'est au Mexique ou ailleurs. Parce qu'on contrôle le contexte de travail, la personne se concentre sur son outil qui lui permet de faire son travail. Ici, voici la situation. Tu as à faire une tâche dont on attend tel résultat. Comment tu t'adaptes à la situation? J'ai eu à travailler sur les nouveaux cours de conduite au Québec, et eux, il y a déjà 2-3 ans de ça, et eux étaient déjà au niveau où conduire, ce n'est pas d'apprendre à se déplacer avec un véhicule, c'est d'apprendre à gérer une situation de conduite. Si on apprend à des gens les procédures pour conduire, ils vont tout aller se tuer. Parce qu'elles ne marchent jamais. Ça dépend de la situation. Conduire, entrer sur une autoroute le matin quand tu vas au travail, c'est pas la même chose quand le soir tu fais la même affaire, mais qu'il faut que tu ailles à la garderie, puis si tu arrives en retard, c'est tant de dollars la minute de retard. Tu n'es pas dans les mêmes conditions. Des fois, il fait chaud, des fois, il fait froid, des fois, il neige, des fois... Vous voyez, c'est la situation qu'il faut gérer. Je travaillais avec des groupes à l'IRSST sur les chariots élévateurs. Comment ne pas renverser toute la santé et sécurité. C'est pas les règlements qui sont importants. Es-tu capable de reconnaître le danger? Es-tu assez allumé pour dire, voici la situation normale, voici ce qui devrait se passer dedans, mais ça ne se passe pas. Donc, danger. Comment on peut faire vivre ça à quelqu'un? C'est en créant des situations artificielles qui lui permettent de juger d'une situation et non pas d'avoir des tâches liées à un poste de travail. Ça, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont trouver un travail. Ils en trouveraient même s'il n'y avait pas de cours. Mais si on veut avoir un produit à valeur ajoutée, il faut être en contrôle sur le résultat, sur le processus
et surtout l'ensemble de la dynamique comme telle. Vous allez faire vivre des situations de travail en plus des tâches. Donc, la tâche en soi n'a pas de sens. C'est la situation qui en est une. C'est-à-dire que, oui, je sais faire une injection dans le domaine de la santé. Oh, je ne l'avais pas prévu avec une personne de 90 ans qui fait du Parkinson et qui a décidé, à ce moment-là, d'être agressive et que là, moi, ça ne marche pas, ma tante. Donc, comment je gère? Est-ce que je suis capable d'identifier les variables? Est-ce que je suis capable d'agir sur cette situation-là? Donc, il est essentiel. Et une situation de travail, ce n'est pas une tâche. La tâche est dans la situation. La pratique de travail, c'est ce que je vais faire dans cette situation en lien avec la tâche qu'on me demande de faire. Donc et c'est là, c'est ça qu'on engage. Prenez des savoir-être professionnels. C'est impossible de faire apprendre des savoir-être professionnels si vous n'avez pas un contexte, une situation de travail. Parce que c'est en confrontant la situation que je vois si j'ai des attitudes qui sont en lien avec la fonction de travail. Donc, nécessairement, on échappe le savoir-être. Je vous dirais que présentement, le critère premier à l'embauche, c'est le savoir-être. Je travaille assez avec les entreprises là-dedans pour dire, regarde, je les engage ces capacités puis les sacs dehors, ces attitudes. J'ai fait la tournée des cégeps. Il y a 10 ans, j'ai fait la tournée des commissions scolaires. J'ai été dans 40 centres de formation par rapport à ça. Là, on est rendu dans les universités. Là, je fais une conférence à l'UQAM, je l'ai faite dans 3 universités, où là, le problème, c'est que toutes les formations universitaires professionnalisantes, celles qui ont comme l'enseignement, comment il faudrait faire pour que nos futurs enseignants aient des bonnes attitudes au travail? C'est devenu un critère d'embauche. Fait que si nous, on ne s'en préoccupe pas, on va former des gens qui vont entrer dans le marché du travail, mais qui vont sortir tout aussi vite. Parce que les entreprises, c'est le premier critère sur lequel j'ai eu l'année dernière un atelier que d'une journée j'ai fait avec Emploi Québec dans la région de Saint-Jérôme. On avait 100 employeurs, 100 jeunes. Et je vous dirais que les 100 employeurs et les 100 jeunes ont choisi à 80% les mêmes attitudes. Un indiquait ce qu'il cherchait, l'autre indiquait ce qu'il offrait. Et on dit, mon Dieu, c'est extraordinaire, on est sur la même longueur d'onde. Ça a été lors des manifestations, on dit, qu'est-ce que fait quelqu'un de débrouillard? Chez les jeunes et chez les employeurs, c'était totalement différent. Donc, c'était sur la représentation que les gens avaient. Mais comment vous voulez que le jeune se fasse une représentation de la qualité professionnelle qu'il doit développer s'il n'y a pas de situation où il peut la développer, sauf une grille qui dit tu l'as ou tu ne l'as pas, lorsque tu fais du stage. Le stage est trop tard à ce niveau-là. Donc, l'important de mon message, c'est ça. C'est que j'ai trop vu dans le temps que j'étais conseiller pédagogique des changements de méthode. Moi, j'ai une formation d'ébéniste au départ. Mais quand on me dit qu'un objet a 4 pattes, un siège, pas un dossier, ça ressemble à une chaise. Et la personne m'a dit non, c'est pas une chaise. Ben oui, ça finit par être une chaise. Beaucoup de jeunes viennent en formation professionnelle en se disant ah, ça va être différent, ça va être le fun, ça va être milieu professionnel. Ils se retrouvent dans une classe avec un prof qui donne un cours en avant ou en enseignement individualisé avec son petit cahier qui remplit, son petit poste de travail où il fait ses exercices. C'est d'une tristesse à mourir. C'est-à-dire pendant qu'on pourrait faire tant de choses intéressantes et qui l'allumeraient. Moi, quand je travaille avec des entreprises, là, je fais le sport extrême de la formation professionnelle. La formation, c'est 6 heures. On a 6 heures pour stimuler quelqu'un qui ne veut pas être là en partant. En règle générale, dans les entreprises qui sont en forme, ils ne veulent pas être là parce que ça va être long, ça va être plate, ça ne les intéressera pas puis ils vont échouer. Ça, c'est le principe de départ. Imaginez, on a 6 heures. J'ai 20 minutes au départ pour dire « Hey, wow, ça va être le fun, on va y aller. » Donc, c'est possible d'intéresser du monde. Moi, dans mes cours à l'université, j'ai 80 étudiants devant moi. J'en ai 60. Puis on en fait de la didactique. Puis ils sont allumés, puis ils avancent dedans. Ils disent « Hey, wow, c'est le fun. » Donc, c'est intéressant. Il y a moyen de faire ça, mais déjà, l'environnement, ça dispose. Quand je me retrouve dans une classe avec un prof en avant qui passe en power plate, on a des tics, mais c'est un mauvais tic qu'on a pris là. Hein? On est passé de l'assez plate au power plate, puis on va passer au tableau blanc plate. Fait que, vous voyez que c'est pas parce qu'on change l'outil qu'on a changé l'ouvrier puis le résultat. L'élève est toujours passif, puis il est en avant de ça, puis il regarde du cas ça donne. Hein? Ça donne. Donc, je terminerai en vous disant que ce qu'il ne faut pas oublier, le marché du travail, ce qu'il cherche, puis on a des concurrents. Puis si vous voulez gérer la décroissance, vous allez faire faillite en formation professionnelle, puis on va la perdre, la formation professionnelle, puis on est bien parti pour. Ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans. On aura un beau milieu pour des élèves en difficulté ou du raccrochage scolaire, mais ce ne sera pas un milieu de formation professionnelle où les gens veulent se faire une carrière et être des professionnels là-dedans. On la laissera, je ne sais pas trop à qui. Il y aura des consortiums ailleurs qui feront ça, ou des entreprises qui le feront, mais
Il faut qu'on allume en disant qu'il faut offrir un produit à valeur ajoutée. Et l'élément clé, c'est le transfert. Le transfert, c'est la capacité d'adaptation. Est-ce que c'est l'apprenant qu'il faut qu'il s'adapte à l'organisation de mon école ou il faut qu'il s'adapte aux activités professionnelles de son métier? Donc ça, c'est l'élément clé. 3 conditions de transfert. Tenir compte des caractéristiques des apprenants, et ça, c'est le défi du futur. Comment faire avec une classe de 20 personnes qui ont tous des caractéristiques différentes, puis je dois m'adapter. Et ça, on va passer à travers ça. C'est bien au-delà de se dire, on a des dyslexiques ou des troubles d'attention. On est ailleurs. On est dans un autre monde. C'est-à-dire que là, ça, c'est l'ancien concept scolaire. Il faut arriver à autre chose que ça. Élaborer des stratégies pédagogiques tenant compte des caractéristiques des apprenants et des compétences à faire développer. Là, c'est des stratégies. L'enseignement individualisé, c'est une modalité, c'est pas une stratégie. Il faut faire quelque chose avec. J'ai un temple. Qu'est-ce que je fais avec sur le terrain, sur le champ de bataille? Là. Constituer un environnement de formation en lien avec le but et les intentions de la formation. Lâcher le module, lâcher la compétence, aller voir comment il est assemblé dans la matrice et aller voir comment il est assemblé dans le but de la formation. Le but, c'est de ne pas réussir les compétences. C'est de faire développer la compétence. Pas le métier. Et un chantier, élaborer des environnements d'apprentissage comportant les ressources et conditions nécessaires pour favoriser le développement du transfert chez les apprenants. Merci de votre attention. Résume l'ensemble de nos propos. C'est une très belle maxime. L'analphabète d'hier était celui qui n'avait pas appris à lire. L'analphabète d'aujourd'hui est celui qui n'a pas appris à apprendre. On est là, mais on n'est plus là. On est dans l'autre. L'analphabète de demain sera celui qui n'aura pas appris à créer. Créer son savoir, créer sa vie. Alors, merci beaucoup à nos 3 panélistes. Vous réalisez que l'enseignement individualisé, l'implantation de l'enseignement individualisé est un grand défi pour en faire une formule éducative efficace. Et nos panélistes avaient un grand défi cet après-midi de nous rapporter des concepts à partir desquels il faut avoir des préoccupations pour faire de la formation en enseignement individualisé efficace.